Le droit, c'est tout sauf plate. Écris-nous à vigirecrute.com. Ouellette, en direct. Là, Gary a adopté le pinch porno 80. J'ai pas adopté. Ma blonde, elle est en Allemagne, sur une base militaire canadienne. Ah, et quand c'est elle le est née... petit look porn allemand. Porn stash. T'as l'air de Dirk Diggler. Merci. Je l'adore, c'est mon film préféré, Boogie Night. Dirk Diggler. C'est moi, oui. Clairement. J'ai une corvette. Ouellette, en direct. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Présenté par Immeuble CS. Immeuble CS achète votre bloc, votre maison ou votre terrain. On vous fait une offre en 24 heures, c'est notarié en 30 jours et c'est déposé direct dans votre compte. Immobilier en toute simplicité. ImmeubleCS.com. Choix 98. Radio X. à Québec. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Il est 19h02. Il fait moins 16 degrés. C'est froid présentement à Québec. Bulletin météo spécial en plus qui est en vigueur. Mais c'est pas grave. On se concentre sur ce qui s'en vient ce soir avec Christian Page dans les Radio X-Files. Bon début de soirée, Christian. Comment vas-tu? Ça va très bien, Pat. Content de te retrouver en ce petit mardi. Ça va trop vite. Oui, effectivement. Mais ce qui nous fait frissonner, bien sûr, c'est les bulletins météo. Ouais, ben là, écoute, déjà qu'on est pris dans un froid assez pas pire cette semaine. Là, oui, effectivement. Tu vois, t'as un front froid là, qui va s'amener avec des bourrasques de neige en après-midi, jeudi. Et dire qu'il y a quelques semaines à peine, moi, juste avant Noël, tu te rappelles, les gens se questionnaient, est-ce qu'on va avoir un Noël blanc? Est-ce qu'on va avoir de la neige? Et là, on sait plus où la mettre. Écoute, c'est comme... Moi, je suis un gars de motoneige. Je fais de la motoneige la fin de semaine, tu sais, puis évidemment, la fenêtre de possibilités pour en faire durant l'hiver, tu comprends que ça commence fin décembre, puis c'est jusqu'au début mars. Là. Ouais. Quand tu perds une semaine, 2 semaines, avant le 15 janvier, on n'a pas fait de pantoute. Mm-hmm. C'est d'une tristesse horrible. Oui, mais là, tu as de quoi à couvrir le tapis, là. ouais, non, j'en ai fait en fin de semaine, on était bien, là. Écoute, moi qui n'ai pas très porté vers les sports hivernaux, je regarde la cour chez moi, là, on sait plus où mettre la neige, là, tellement il y en a. T'as-tu déjà fait de la motoneige? Non. Non, il faut que tu essaies ça, là. Je vais te convertir, Christian. En fait, je déteste avoir froid. Hein? C'est l'idée d'avoir froid, c'est cette... Mais c'est pour ça, c'est bien fait. Il y a des poignées chauffantes, Christian. Il y a un banc chauffant. C'est merveilleux. Je supporte bien la chaleur, mais le froid, ça, c'est plus difficile pour moi. Je te comprends. Moi, quand je regarde les gens là, l'été qui sont là, oh mon Dieu, qu'il fait chaud. Moi, généralement, je suis plutôt à l'aise. Hein. Faut vraiment une canicule épouvantable pour que je me plaigne de la chaleur. Mais t'es-tu comme moi? Tu gardes, mettons, ta température. Moi, en studio, là, il faut qu'il fasse 24. Ouais, à peu près, c'est ça. Moi aussi, j'aime bien un environnement relativement chaud. Puis l'hiver, là, j'ai bien de la misère. Avec la température, moi, j'ai comme un principe. Hein, s'il fait moins de 10 degrés, je sors pas. Puis tu utilises ton démarreur à distance. Ah ouais, c'est ça. S'il fait moins de 10 degrés, là, faut vraiment que ce soit une obligation de sortir de chez moi. Sinon, je suis plutôt casanier dans ce genre de situation. Tu vois, on s'en ressemble sur ce point-là. Ce soir, tu nous amènes, écoute, dans un univers que j'ai jamais entendu ça. C'est quoi ça, The Ballad of Edgar Cayce? La ballade d'Edgar Cayce, on va la lancer parce que c'est pour se mettre dans le bain de notre histoire de ce soir. Personnage excessivement controversé qui s'appelle Edgar Cayce. Et en fait, il est si populaire dans la région du Kentucky qu'un petit groupe local a fait une ballade avec une musique très folklorique qui s'intitule La Ballade de Edgar Cayce. Donc, on l'écoute à l'instant et ensuite, on va entrer dans le sujet de notre soirée. On est dans le domaine du psy, de la parapsychologie. Et Edgar Cayce est un personnage qui a marqué la première moitié du 20e siècle par de soi-disant pouvoirs paranormaux. Mais on va revenir là-dessus. D'abord, petit divertissement, la ballade d'Edgar Cayce. With
back in the town of Hopkinsville, a little boy was born. He prophesied the end of the world and healed the wounded and forlorn with visions that would be revealed back in Hopkinsville. They say his daddy beat him because he could not spell. The scholar he weren't meant to be, he could not seem to learn so well till an angel taught him how to see back in Hopkinsville. And the sun's going down in Hopkinsville in the middle of the day. Maybe it's the end of the world, so some people say. So some people say, back in Hopkinsville. On est loin quand même de la balade des Dalton, là. Puis en plus, j'imagine que t'as dû taper du pied puis tu devais te chercher un banjo. Non, mais j'avoue, les paroles sont quand même assez particulières, là, de ce que je comprends. Tu vas nous parler de fin du monde. Oui, c'est ça. Donc, c'est un personnage. Hein, la chanson qu'on vient d'entendre, c'est un petit groupe folklorique du Kentucky qui ont composé cette pièce il y a quelques années, la balade de Edgar Cayce. Parce que Edgar Cayce, comme je l'ai mentionné, c'est un personnage qui a beaucoup marqué l'univers du surnaturel, principalement la première moitié du 20e siècle. Il est né à Hopkinsville, qui est une toute petite ville dans le Kentucky. Il faut savoir que Hopkinsville est connu pour deux choses. Le lieu de naissance d'Edgar Cayce et en 1955, l'un des plus étranges épisodes de l'histoire des ovnis s'est produit dans cette ville-là. Ville, c'est un bien grand mot, c'est un village. Il y a des gens, une famille, les Sutton, qui ont dit c'était dans la soirée du 21 août 1955, que leur ferme avait été envahie par des petites créatures luminescentes, verdâtres, un peu comme des cadrans de montres lumineuses. Ces créatures avaient de longues oreilles, ils mesuraient à peu près 1 mètre de haut, ils marchaient avec les bras au-dessus de la tête, un peu comme des gens qu'on dévalise, là. Et comme on est dans on a l'impression que c'est un scénario de film, mais comme c'était une région très rurale, les agriculteurs ont pris peur, ils se sont barricadés dans leur maison, et pendant 2 heures, on a littéralement assisté à une scène digne d'un film de Far West. Hein. Les agriculteurs disaient tirer sur ces créatures qui étaient un peu partout. Ils en apercevaient sur le toit de la grange, sur le toit d'une remise, dans un arbre, et lorsqu'ils tiraient sur la créature, ou les créatures, ils disaient entendre un bruit comme s'ils tiraient dans un seau en métal vide. Hein, ça résonnait comme un seau de métal vide. Les créatures tombaient au sol. Si elles étaient en hauteur, comme sur le toit d'une remise, elles tombaient un peu comme une feuille morte. Elles tombaient au sol, se relevaient et s'enfuyaient. Mais voyons. On dirait que tu m'amènes carrément dans Stranger Things. La ville s'appelle Hawkins au lieu de Hopkins. Hopkinsville, mais bon, on est dans cette histoire-là a marqué l'histoire des ovnis. C'est un grand classique de ce milieu-là. Et puis, bon, l'affaire est racontée aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance, je suis allé à Hopkinsville, j'ai fait un reportage, j'ai rencontré des descendants de la famille Sutton de 1955, dont notamment Géraldine, la fille d'un des agriculteurs qui dit avoir vu ces créatures et d'avoir tiré sur les créatures en question. Elle me racontait que cette histoire-là est demeurée dans la famille pendant des générations. Hein. Ses parents lui en ont parlé et elle-même en parle à ses enfants et à ses petits-enfants. Et quand on arrive à Hopkinsville, durant la période d'été, à la fin de la dernière semaine du mois d'août, qui correspond à peu près à la date où les créatures ont été observées, on a un petit festival local de l'extraterrestre qui nous rappelle cet événement de 1955. Donc, Hopkinsville, étrangement, c'est un tout petit village, mais néanmoins, il a marqué l'histoire du paranormal à 2 reprises. 1, pour être le lieu de naissance d'Edgar Cayce, qui sera notre sujet de ce soir, et 2, pour avoir été le théâtre de cet épisode assez particulier en 1955, passé dans la culture sur les ovnis sous le nom de la bataille d'Hopkinsville. Mais est-ce qu'il y a un lien entre Edgar Cayce et les petits extraterrestres? Non? Pas du tout. Donc, Edgar Cayce, c'est un personnage très important dans l'histoire du surnaturel. Il a été, on le désigne généralement comme un clairvoyant. Comme il faisait généralement ses performances de clairvoyance ou de prédiction en état d'hypnose, on l'a surnommé, en fait c'est le titre d'une biographie parue en 1967, qu'il avait surnommé le prophète endormi. Il a fait toutes sortes de prédictions, on va le voir au cours de la soirée. Il s'est surtout concentré sur
sur des phénomènes médicaux. Hein. On disait que sous hypnose, lorsqu'il était endormi, il pouvait donner des diagnostics et même des recettes de médicaments qui ont été appliquées et qui apparemment ont connu beaucoup de succès. Mais ce n'est pas les seules choses sur lesquelles il s'est prononcé. Il s'est prononcé également sur les phénomènes de réincarnation, les rêves, l'au-delà, les vies antérieures, la nutrition, l'Atlantide, le futur. Il a été le fondateur dans les années 40, il était le fondateur d'une association qui s'appelle encore d'ailleurs, elle existe toujours, l'Association pour la recherche et l'illumination. Et c'est une organisation qui travaille, c'est un peu précurseur du mouvement Nouvel Âge, parce que quand on parle aux gens du Nouvel Âge et le développement personnel, ce sont des phénomènes qui ont connu énormément de popularité à la fin des années 70. Hein, ce mélange développement personnel, ésotérisme, Nouvel Âge. Or, on peut dire que d'une certaine façon, Edgar Cayce était un précurseur, puisque déjà, fin des années 30, début des années 40, il travaillait à des séminaires, justement, pour amener des gens à prendre conscience de leur potentiel personnel et un meilleur développement. Donc, c'est un précurseur des développements personnels qui semblent si populaires aujourd'hui, et également de ce mouvement Nouvel Âge qui est apparu à la fin des années 70 et qui, depuis les années 2000, est quand même un peu en perte de vitesse, mais néanmoins, les gens restent très zen et très connectés avec cet univers-là, dont Edgar Cayce a été l'un des tout premiers à mettre un peu sur la place publique. Donc, regardons le personnage, parce que tu vas voir, entre la vérité, et on en a parlé hier de l'importance de la vérité, entre la vérité et ce que les gens disent de ce Edgar Cayce, il y a quand même un petit fossé. Okay. Ah, donc, il faut... Quand on pense à, tu sais, quand on pense à j'allais dire un devin, mais, tu sais, quand on pense à des voyants, on pense souvent à des Michel de Notre-Dame ou à des Baba Vanga, tu sais, qui ont écrit des textes, mais incompréhensibles, qu'on peut quasiment adapter à n'importe quelle situation. Est-ce qu'on est dans ce style? On n'est pas loin, tu vas le comprendre, mais c'est bien de faire cette référence avec Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Oui, Nostradamus, évidemment. Oui. Ce Edgar Cayce a été aussi qualifié en son temps du Nostradamus du 20e siècle. Donc, il faisait toutes sortes de prédictions, mais beaucoup plus limpides que les prédictions de Nostradamus, parce que tu as un peu raison aujourd'hui, même si les gens qui sont des adeptes de l'ésotérisme, du mysticisme ou de l'occultisme se réfèrent souvent à Michel de Notre-Dame, il faut quand même savoir que Nostradamus, en des 1000 prédictions qu'il a fait dans ses centuries, aucune d'entre elles n'est datée, sauf une seule, où il parle de 1999. Hein. Il le mentionne assez clairement en l'an 99, donc 1999. Il annonce la venue d'un grand roi des frayeurs. Ben, je sais pas si tu te rappelles, là, mais je sais pas si tu étais au monde en 1999. Je suis né en 92. Fait qu'en 99, là, j'avais... T'étais pas vieux. Mais bon, si tu demandes aux gens un peu plus âgés que toi, qu'est-ce qui s'est passé en 1999, et Nostradamus mentionnait un nom, hein, un mois, par exemple. Hein, il disait le 6e mois, 99, donc on parlait du mois de juillet 1999. Or, que s'est-il passé en juillet 1999? Strictement rien. Donc, je m'attendais tellement à ce que tu me dises. Il est arrivé un événement. Mais donc, tu comprends, donc on a une seule, de toutes les prophéties de Nostradamus, la seule où clairement il avance une date, c'est 1999. Or, il n'y a rien qui se passe. Hein, rien de majeur qui s'est produit en 1999. Bon, il y a bien quelqu'un qui a dû se tordre une cheville ou se couper un ongle trop court, mais à part de ça, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Alors, tu comprends que à partir du moment où tu as une prophétie avec une date clairement mentionnée puis rien qui se passe, ben c'est un peu moins crédible lorsque les gens qui décodent Nostradamus viennent nous dire ah oui, il a prédit ceci, il a prédit cela, et là on nous sort des trucs ici il y a pas de date, mais de la façon dont Nostradamus s'exprime, il évoque soit des signes du zodiaque, des positions lunaires. Ben là tu dis écoute, là, pourquoi je devrais croire ça alors que la seule prédiction qui était claire, il s'est trompé. Et ensuite, tu le dis si bien,
Nostradamus, il vivait à une époque, on est au 16e siècle, il vivait à une époque où on était en pleine chasse aux sorcières, l'Inquisition était présente, omniprésente, et même si Nostradamus avait quand même un peu l'aval des souverains de son époque, les nobles faisaient appel à lui, il était quand même protégé par la cour de France, c'est quand même un individu qui a décidé, il a volontairement décidé d'écrire dans des styles très hermétiques pour éviter, d'une certaine façon, peut-être d'être poursuivi par l'Inquisition. Mais c'était très poétique aussi, sa manière d'écrire. Tu as tout à fait raison, mais en même temps, cet hermétisme permet de déchiffrer ces quatrains ou ces censuries de n'importe quelle façon, et ça devient tellement décousu que tu as tout à fait raison, on peut l'appliquer à 1001 choses. D'ailleurs, il suffit, là, je laisse les gens faire l'exercice, si vous allez en librairie et vous prenez des ouvrages, les prophéties de Nostradamus décodées, le secret des prophéties de Nostradamus, il y en a un peu d'autres de ces ouvrages-là, vous allez découvrir que bien souvent, pour la même prophétie, le même quatrain de la même centurie, vous avez deux interprétations tout à fait différentes. Donc, certains vont dire, cette centurie-là, je sais pas, moi, propose ou annonce la Deuxième Guerre mondiale. Et pour un autre exégète qui se dit spécialiste de Nostradamus, exactement le même quatrain, les mêmes mots, ça va être, par exemple, la chute du communisme. Là, tu dis comment on peut annoncer la Deuxième Guerre mondiale et la chute du communisme dans un seul et même quatrain. C'est comme, il y a comme une incohérence. Mais c'est souvent ça. Et tu mets le doigt sur une chose qu'on va retrouver un peu aussi avec notre Edgar Cayce de ce soir. Même si je vais pas trop livrer le punch, là. Soit l'imprécision. Mais l'imprécision est un principe simple. À force de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y aura forcément quelque chose qui va arriver. Mais c'est un peu comme le principe de l'horloge arrêtée. Elle a raison deux fois par jour, c'est ça, elle donne la bonne heure. Et c'est un peu la technique, ce cold reading. C'est un peu une technique qui est utilisée encore aujourd'hui. C'était utilisé au 19e ou 17e siècle. C'était utilisé à l'époque d'Edgar Cayce. Et c'est encore utilisé aujourd'hui par les soi-disant devins, tireurs de cartes et autres. C'est du cold reading, donc on reçoit un individu, on s'assoit devant lui, on lui parle, on regarde comment il réagit à certaines propositions que l'on fait. On réussit à aller chercher beaucoup d'informations en discutant avec une personne, uniquement en regardant ses réactions corporelles, la façon dont il réagit à certaines informations. On va un peu à la pêche, par exemple. Ouais. Si moi je me dis voyant, je te reçois et tu me dis moi Christian, je voudrais savoir qu'est-ce qui va arriver, je suis célibataire et j'aimerais rencontrer une fille, tout ça. Et là, je commence à te parler, puis là, je te dis, Pat, je vois là dans ton entourage, il y a une femme, une blonde, et là, je vois qu'en disant blonde, je te regarde et tu fronces les sourcils. Ouais. Je sais d'emblée que je suis sur la mauvaise piste. Ça a un nom, ça, c'est comme l'étude des micro-expressions, là. Ouais, c'est ça, tu sais, de langage corporel, hein. Ouais. Et là, en voyant ça, ce que tu vas réagir de cette manière-là, là, je vais me reprendre. Elle est pas tout à fait blonde, Elle est comme plus brune. tu comprends? Je commence à modifier mon discours. Et là, d'un coup, quand je dis brune, je vois ton visage qui s'éclaire. Alors là, je suis sur la bonne voie. Alors là, je dis, c'est une brune. Puis je pense que tu la connais. T'es dans son environnement. Bien sûr, si ton visage s'est éclairé, c'est que clairement, tu penses à quelqu'un. Donc, je vais orienter mon discours de cette manière-là, jusqu'à ce que... Et là, tu faisais, Colin, il est incroyable. Je suis allé le voir, il me parlait d'une fille, il la connaissait pas, puis il me décrit Françoise, qui travaille avec moi. Mais en fait, j'ai été chercher cette information-là parce que tu as bien voulu me la livrer inconsciemment par tes gestes corporels. Bon. Fait il faut quand même se méfier de ça, et à force de dire plein de choses sur plein de choses, éventuellement, il y a forcément des choses qui vont se produire. Et c'est un peu un des éléments qu'on a critiqué à propos d'Edgar Cayce. Mais avant de le critiquer, commençons par regarder le personnage. Qui est-il? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui?
Comme je l'ai mentionné, il est né à Hopkinsville, toute petite ville, un village dans le Kentucky. Ses parents vivaient à ce moment-là à l'extérieur du village, c'était des agriculteurs. Lui, il est né en 1877, en mars 1977, et il était le deuxième enfant d'une fratrie de 6 enfants, mais il est le premier de la famille Casey à survivre, donc le premier des enfants à survivre. Il y a eu une sœur avant lui, mais elle est décédée après quelques jours seulement. Donc, il est le premier à survivre. Et donc, il va avoir une fratrie de 6 enfants chez la famille Casey. C'est une famille excessivement religieuse et Edgar Casey le petit Edgar va développer très très tôt cette espèce de fascination pour le religieux. Donc, il fréquente l'église, évidemment, avec ses parents. Il est très dévot. Il a une Bible, il la lit d'un couvert à l'autre, pratiquement en 2 ans. Je pense qu'il va la lire 4 ou 5 fois d'un couvert à l'autre. C'est quand même peu dire. La plupart des gens c'est un bon lecteur, puis la plupart des gens ne liront jamais la Bible d'un couvert à l'autre dans toute leur vie. Mais lui, il le fait à quelques reprises dans une assez courte période de 2 ans. Et à partir de là, on voit que sa dévotion l'entraîne vers une démarche très spirituelle, très philosophique. En 1889, il est âgé à ce moment-là de 12 ans. Il va raconter, parce que au départ, il dit, il lit la Bible, il est convaincu qu'il est guidé par une puissance ou une force plus grande que lui. À quelques reprises, enfant, il va prétendre, il va dire avoir vu le fantôme de son grand-père qui agit un peu pour lui comme un guide. Et puis en 1889, alors qu'il est âgé de 12 ans, il est en train de lire la Bible dans une cabane qu'il s'est érigée dans un boisé tout près de la maison familiale. Et là, il dit avoir reçu la visite d'une femme avec des ailes. Un ange, on le comprend bien, et c'est amusant parce que cette vision de l'ange telle qu'il l'a décrit, cette dame avec des ailes, c'est une vision excessivement chrétienne, cette idée des anges avec des ailes. Il faut bien comprendre que c'est un emprunt. Quand tu lis la Bible, par exemple, les anges, lorsqu'on les décrit, ils n'ont pas des ailes, ce sont des messagers qui sont comme toi et moi. Ils n'ont pas aussi genre des têtes vraiment bizarres là, avec 3-4 têtes là. Là, on est plutôt dans des créatures dans Jean et l'Apocalypse, là, mais quand tu prends par exemple les textes, prenons par exemple les textes de la Torah, là, les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, on trouve l'Exode dedans, entre autres. Lorsque des messagers de Dieu viennent, et je parle pas de Jésus, là, mais Dieu envoie des messagers, comme par exemple, lorsque des messagers vont arriver à Sodome et Gomorrhe pour annoncer à Lot la destruction de la ville, les messagers sont comme toi et moi. Ce sont des gens qui ont rien qui les distingue. Ce sont, la Bible nous dit, des étrangers arrivent aux portes de Sodome et Gomorrhe. Ce sont des messagers de Dieu, mais on les reconnaît pas. D'ailleurs, les gens qui sont dans la ville parlent d'eux comme les étrangers. Les étrangers vont chez Lot. Ils disent à Lot, prends ta femme, tes enfants, fuis vers la montagne. Dieu va détruire la ville. Et ne te retourne pas. Ouais, voilà, il ne te retourne pas, on connaît bien ce passage-là. Et là, les gens vont se masser devant la maison de Lot et ils vont demander à connaître charnellement les étrangers. On veut que Lot leur remette les étrangers pour qu'ils puissent les sodomiser. Et là, Lot leur dit, non, j'aime mieux vous livrer mes filles que vous livrer ces étrangers. Et là, finalement, il va y avoir la fuite de Lot de Sodome et Gomorrhe et les villes seront détruites. Mais on comprend bien qu'à ce moment-là, et là, je te cite ce passage-là, mais il y en a plein d'autres, où les messagers de Dieu sont des gens comme toi et moi. Ils n'ont pas de distinction précise, ce sont simplement des messagers divins. L'idée des anges avec des ailes, ça c'est plus tardivement, lorsque Rome va se réformer avec la religion catholique, le christianisme, pas le catholicisme, on n'est pas encore dans la religion catholique, mais c'est le christianisme naissant. Il faut savoir que les dieux romains avaient des ailes, beaucoup d'entre eux avaient des ailes, alors que les messagers divins n'en ont pas dans le christianisme, ni non plus dans le judaïsme. Donc on va faire un amalgame pour pouvoir mieux passer
passer la pilule, si je puis dire, pour que ça passe mieux. On va prendre les dieux du christianisme ou les messagers du christianisme, puis on va lui mettre des ailes des dieux romains. Fait que ça en fait des mélanges. Hein. Ils sont à la fois représentatifs de l'image que les chrétiens se font des messagers divins, et ils sont également représentatifs d'une Rome qui est en train de céder son panthéon à une nouvelle religion qui est le christianisme. Donc, c'est un peu, ça peut paraître complexe tout ça, là, mais cet amalgame-là fait que c'est comme ça que nos anges, dans la religion catholique, le christianisme, se sont retrouvés avec des ailes. Donc, quand Edgar Cayce dit « Je vois cette femme arriver », avec des ailes, ben évidemment, on voit bien que c'est une projection d'une vision, d'un stéréotype qui est véhiculé dans le christianisme. Donc cette femme, elle lui apparaît et elle lui demande « Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? » Et Edgar répond « Moi, ce que je voudrais, c'est aider le monde. J'aimerais principalement aider les enfants. » Et cette dame lui susurre à l'oreille que les dieux ont entendu, que Dieu a entendu sa voix, a entendu son message, et que éventuellement il va découvrir sa voie s'il devient missionnaire. C'est un peu curieux. Edgar Cayce ne deviendra pas missionnaire, mais il va rester très très proche du christianisme, et tout au long de sa vie, son travail va se rapprocher un peu de celui du missionnaire, même s'il ne prend pas la toge pour le faire. Donc, à l'âge de 12 ans, il a cette vision. Il y a un autre événement qui va se produire à la même époque, qui vont le placer sur la voie de ce qu'il va devenir éventuellement, ce nouveau prophète du 20e siècle. Il a 12 ans, on est encore à la fin du 19e siècle, là, 1889, 1890. Il a, le petit Edgar, des troubles d'attention à l'école. Il a des résultats qui sont plutôt chaotiques. Et évidemment, les professeurs s'en ouvrent à ses parents. Et là où Edgar éprouve des problèmes majeurs, c'est notamment au niveau de l'orthographe. Alors son père, un soir, va dans sa chambre et lui fait passer un examen d'orthographe, ce que échoue lamentablement le petit Edgar. Son père, un peu en colère, le gronde et lui dit « Tu sortiras pas de ta chambre avant d'avoir appris correctement l'orthographe et autres. » Donc le petit Edgar est laissé à lui-même, et à ce moment-là, c'est ce qu'il va raconter plus tard, c'est des éléments qu'on retrouve dans sa biographie. Cet ange qui lui est apparu, cette voix qui lui avait parlé, lui parle à nouveau, et elle lui dit « Je peux t'aider, mais si tu t'endors. » Alors, le petit Edgar va s'endormir sur son livre d'orthographe, et au matin, en se réveillant, il a l'impression qu'il a absorbé le contenu du livre. Tant et si bien que dans les jours et les semaines qui vont suivre, ses performances scolaires vont s'améliorer de manière absolument extraordinaire, et il va rapidement devenir l'étudiant, l'élève de l'école le plus talentueux, alors que quelques mois plus tôt, il avait de la difficulté avec l'orthographe. La façon dont il fait, il a compris que en dormant sur les livres à la maison, chez lui, durant la nuit, il absorbe la matière du livre et il peut mieux l'exorciser, si je puis dire, entre guillemets, et mieux la comprendre. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça fait partie du mythe d'Edgar Cayce? Disons que c'est un phénomène qui lui est souvent attribué. Ça me semble dur à vérifier aussi. Ouais, voilà, mais tu vas comprendre qu'on a le problème se pose à bien des niveaux lorsqu'on parle d'Edgar Cayce. À peu près à la même époque aussi, il va se blesser à la hanche, et c'est peut-être le troisième élément qui va ici contribuer à forger l'image du personnage. On a cet individu très pieux, qui semble lié à une intelligence supérieure qui lui parle, qui lui donne de l'information. On va mieux définir ces éléments-là plus tardivement, mais déjà, là, il est le petit garçon Edgar Cayce, à 12 ans, a déjà cette prétention-là. Autre prétention, il est capable d'absorber notamment de l'information en dormant sur des livres. Et le troisième, ce qui va contribuer à sa célébrité, c'est qu'à l'âge de 12 ans, il va se blesser lors d'un match de football. Il est blessé à la hanche. Et là, quelques jours plus tard, il rêve, et là, encore une fois, il a l'impression que une intelligence extérieure va se substituer à la sienne, et elle va lui donner la recette d'un médicament. Edgar Cayce va s'en ouvrir à sa mère, qui va concocter
cette mixture. Il va l'appliquer comme un baume sur sa blessure et rapidement, il retrouve la santé, sa hanche est guérie et il cesse de boiter en quelques jours alors que depuis quelque temps, il boitait dû à cette blessure au football. Alors là, on a ce Edgar Cayce soudainement devenu médecin malgré lui, si je puis dire. Donc, à partir de là, on va suivre son évolution. Donc, en 93, la famille d'Edgar Cayce quitte leur petite maison à la sortie d'Hopkinsville. Ils vont emménager directement dans le village. À cette même époque, Edgar Cayce va abandonner l'école en 9e année. Il faut dire qu'il vient d'une famille très pauvre, une famille d'agriculteurs. Et dans le contexte de l'époque, pour une famille ouvrière, un enfant avec une éducation de 9e année, c'est bien suffisant. Donc, Edgar Cayce va quitter l'école. Et les années qui suivent, il va les passer à errer de petit boulot en petit boulot. Il se cherche du travail. Il est profondément croyant. Il fréquente l'église, il lit la Bible, enseigne à l'école du dimanche. Donc, le dimanche, les enfants sont réunis, on explique la Bible. Et parfois, à travers ça, on donne quelques cours de mathématiques, de français. Bon, à l'époque, c'est de l'anglais ou autre, d'autres des matières académiques, mais tout ça le dimanche, en même temps qu'on vous donne des cours un peu, entre guillemets, de Bible. En 1901, il est pris d'une laryngite et il devient complètement aphone. Donc, pendant des aphone, donc il ne parle plus. Okay. Il y a plus de son qui sort de sa bouche. Alors, pendant des mois, il va chercher des traitements. Il va croiser plusieurs personnes qui lui proposent des traitements alternatifs. Il a bien sûr consulté des médecins qui n'ont pas trouvé le moyen de le guérir de ce problème. Et là, au gré de ces rencontres, il va rencontrer un certain Hal Lane, qui est un hypnotiseur et un ostéopathe. Et Lane va placer Cayce sous état d'hypnose. Et là, durant la transe, Cayce va être en mesure de décrire de voix vive. Il retrouve la voix sous hypnose. Et là, sous hypnose, il va décrire à Lane exactement quels sont les troubles physiques qu'il a, quelles sont les pathologies qu'il éprouve. Et à son réveil, éventuellement, on va concocter un médicament et Cayce va retrouver la voix de manière tout à fait normale. Donc, on a l'association, et à ce moment-là, Cayce et Lane se disent, on va s'associer, puis on va faire des trucs semblables. Et là, à ce moment-là, ils commencent à recevoir, ils font des sessions. Donc, des gens viennent, ils ouvrent un petit bureau, des gens viennent dans ce bureau. Edgar Cayce se place en état d'hypnose, et sous hypnose, il est, semble-t-il, capable de décrire les troubles, les pathologies dont souffrent les gens, et à partir de là, de proposer des solutions, de proposer des médicaments, des exercices et tout ça. Lane écrit ça, il est un peu comme son secrétaire et ils vont ensemble faire un peu carrière commune comme ça. À ce moment-là, il faut quand même savoir qu'on pourrait penser à l'idée, on pourrait se dire, voilà, deux beaux charlatans qui se sont trouvés une façon d'exploiter les gens, mais c'est pas tout à fait, ce serait impropre de dire ça, parce que Cayce, pour lui, il est très important de ne jamais prendre des sous à qui que ce soit. Toutes ces séances, il est persuadé que ce qu'il est capable de faire, donc de fournir des informations, des médicaments, des prescriptions littéralement sous hypnose, il est persuadé que tout ça est dû à un don de Dieu. Et il est persuadé également que s'il demande des sous pour ça, éventuellement, il va perdre son don. Donc, il le fait toujours gratuitement. Le problème, c'est qu'à force de faire des trucs gratuitement, tu vas venir qu'à manquer de sous. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, à un moment donné, c'est beau les consultations, sa réputation dépasse Hopkinsville, elle s'étend à travers tout l'État, mais les gens viennent de partout pour le consulter, mais malheureusement, comme il ne charge jamais d'argent, éventuellement, il doit quand même se trouver un petit boulot. Et là, éventuellement, il va accepter un emploi comme libraire à Bowling Green, qui se trouve au Kentucky, pas tellement loin d'Hopkinsville. Et à ce moment-là, pour éviter de se déplacer continuellement d'Hopkinsville à Bowling Green, il va se prendre un travail de libraire et va emménager avec trois colocataires, dont deux d'entre eux sont des médecins. Donc, il va essayer de leur cacher un peu ses habiletés extraordinaires, que sous hypnose, il devient lui-même pratiquement un médecin, mais il côtoie quand même ces gens-là qui vivent dans son environnement. En 1903, il épouse Gertrude Evans,
un amour d'adolescence qui va l'accompagner le restant de ses jours. Hein. Ce sera le grand amour entre les deux. Et puis éventuellement, ils vont quitter Hopkinsville et ils vont se rendre dans différents endroits de l'État. Ils vont ouvrir aussi, lui, comme il ne charge pas de sous pour ses consultations, il est aussi passionné de photographie. Donc, il va s'ouvrir des petits laboratoires, des studios de photographie qu'il fait pour gagner sa vie. Et à travers tout ça, et derrière son commerce de photographie, il y a un petit bureau où il peut recevoir des gens. Il se limite à faire 2 consultations par jour. Et là, encore une fois, on le retrouve avec son vieil ami Hal Lane, qui le place en état d'hypnose. Il fait 2 consultations, fournit des indications et les gens en repartent satisfaits et bien souvent guéris. Mais encore une fois, comme il fait ça gratuitement, il doit se référer, se tourner vers son commerce de photographie pour pouvoir éventuellement faire des sous. Le problème, on le comprend, puis ça serait encore la même chose aujourd'hui. Cette histoire-là de consultation, de conseils médicaux va remonter dans les hautes sphères de l'État, dans l'administration de l'État, et éventuellement le comité pour la pratique de la médecine de l'État vont entendre parler de ça. Ils vont adresser une demande à de collège des médecins. Voilà, le collège des médecins de l'époque qui s'appelle en fait les autorités médicales de l'État. Elles vont adresser une demande à Case et à Lane en leur disant vous devez cesser ces pratiques, sinon vous allez être accusés de pratiques illégales de la médecine. Donc les 2 hommes vont se séparer. Lane va quitter. Lane quitte également. Il est, comme je l'ai mentionné, il fait un peu de l'ostéopathie, de l'homéopathie. Bon, il va dans ces pratiques un peu alternatives. Il fait également de l'hypnose, mais il décide donc de quitter la région pour aller exercer ailleurs. Et éventuellement, Case et Lane vont se séparer. Case se retrouve à ce moment-là seul pour continuer son ascension. Mais déjà, là, on est à la fin des années 10. La popularité d'Edgar Cayce a grandi. On le connaît un peu partout. On sait qu'il est capable de performances extraordinaires. Et pour la suite, écoute, je vais te raconter ça après la pause, si tu le veux bien. Eh boy, juste avec l'extrait de chanson que tu nous as fait entendre, j'ai l'impression qu'on s'en va vers le croustillant de l'histoire. Oui, absolument. Restez bien branchés au Radio X-Files, on vous retrouve dans 2 petites minutes. Radio X-Files. Radio X. Ouellette, en direct. Là, Gary a adopté le pinch porno 80. J'ai pas adopté. Ma blonde est née en Allemagne, sur une base militaire canadienne. Ah, et quand c'est le petit look porn allemand. Porn stash. T'as l'air de Dirk Diggler. Merci. Je l'adore, c'est mon film préféré, Boogie Night. Dirk Diggler. C'est moi, oui. Clairement. J'ai une Corvette. Ouellette, en direct. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Présenté par Immeuble CS. Immeuble CS achète votre bloc, votre maison ou votre terrain. On vous fait une offre en 24 heures, c'est notarié en 30 jours et c'est déposé direct dans votre compte. En toute simplicité. ImmeubleCS.com. Vos soirées en amoureux sont prévisibles, mais votre Saint-Valentin pourrait vous surprendre. Sensation Plus. Jouets, lingerie, huile et bien plus. Vous pourriez inaugurer une nouvelle pièce de la maison. Livraison rapide et discrète. SensationPlus.com. Partagez le plaisir. L'amour est perceptible. Il se voit. Il se voit au quotidien à travers des milliers de gestes bienveillants, remplis de douceur et de petites attentions portées envers les autres. À l'école de la vue, on aime les enfants et on se préoccupe de leur santé visuelle pour les aider à bien apprendre et bien réussir. Lorsqu'un enfant voit bien, apprendre pour lui devient un vrai jeu d'enfant. En matière de santé visuelle, il n'est jamais trop tôt pour bien voir. Avant d'entrer à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. Chez Easy Financière, nous croyons aux possibilités des lendemains. Lorsque les banques ne sont pas une option, nous sommes là pour vous aider à obtenir en quelques minutes un prêt pour des dépenses imprévues ou pour la consolidation des dettes et votre argent le jour même. Prêt personnel, prêt sur valeur domiciliaire et prêt auto, choisissez celui qui vous convient et commencez à rétablir votre crédit. De plus, du 30 janvier au 4 février, obtenez jusqu'à 200 $ de remise en argent avec un nouveau prêt. Faites une demande aujourd'hui sans affecter votre code de crédit sur easyfinancière.com. Des conditions s'appliquent. Sexualité, amour, relations. Hello! Sans tabou. Allô, coucou? La sexploratrice.
Rejoignez mon univers. Avec Mel Trudel et Camille. Ensemble, explorons et déconstruisons les mythes en compagnie d'experts et d'invités de tous les milieux. La Sexploratrice. Tous les vendredis, 20h. Radio X. Une présentation de Planète X. Explorer les zones sensibles, parcourir les fantasmes, découvrir l'aventure et braver la routine pour trouver l'extase. Chez Planète X, on connaît ça. monplanetx.com. Radio X Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. Déjà 19h40 dans les Radio X-Files. Juste pour faire un petit suivi, là, on est rendu à moins 20 degrés au mercure à Québec. Ressenti de moins 24 et ça continue de descendre. On parle de moins 23 comme minimum quand même pour ce soir, cette nuit. Et Christian, ce soir, on parle d'un personnage assez particulier. Juste avant de partir en pause, on était en plein dans l'histoire de Edgar Cayce. Voilà, on suivait son ascension. Hein, il s'est découvert des dons. Lorsqu'il est sous hypnose, il est capable de faire des diagnostics, de pouvoir rédiger des prescriptions de médicaments. Et au moment où on est allé à la pause, on suivait l'ascension du personnage. On est quelque part entre les années 1905, 1910. Et à ce moment-là, il va s'associer avec d'autres médecins puisque Lane, hein, son premier guide, est parti. Il va s'associer avec deux autres médecins, les docteurs Blackburn et le docteur Ketchum. Donc, il fait ses lectures, il prescrit des choses. Les médecins remplissent les prescriptions, remplissent les recettes et éventuellement, le commerce va plutôt bien. Même si les lectures sont gratuites, Cayce commence à accumuler un petit pécule via des dons. Il ne demande pas des sous, mais les gens peuvent laisser des dons. Et l'accumulation de ces dons lui permet éventuellement de rembourser ses dettes. Il faut savoir qu'en 1906 et en 1907, à deux reprises, sa petite boutique photo, hein, où il reçoit les gens à l'arrière dans une chambre où il fait ses fameuses lectures, sa petite boutique de photos, à deux reprises, va disparaître en fumée suite à des incendies. Il faut savoir qu'on a les propres chambres noires, on utilise beaucoup de produits chimiques, et éventuellement, il y aura deux incendies, un en 1906, un en 1907, ce qui va laisser d'importantes dettes pour Cayce, hein, parce qu'il a fait des emprunts à la banque pour pouvoir construire, pour établir ses commerces. Donc, il doit rembourser ses dettes et éventuellement, ses lectures lui permettent d'accueillir des dons et ces dons-là lui permettent éventuellement de rembourser ses dettes. Mais là, peut-être que je me trompe complètement, là, mais quand tu me dis que Monsieur Cayce recevait des dons qui chargeaient rien, c'est-tu moi? Ben là, on dirait que ça donne un minimum de crédibilité à son histoire, non? Et t'as pas l'air sûr, pas. Parce que je lance la théorie dans l'air. Ouais, laisse-moi arriver à ma chute, Patrice, parce que la chute va être difficile. Oh, ok. Donc, on arrive aux années 20, hein, alors que les choses vont plutôt bien. Cayce poursuit ses lectures. Il va se lancer également dans des lectures de prospection. Hein. Il se dit, pourquoi se limiter à la médecine? Donc, il va tenter de faire de la prospection minière en utilisant, encore une fois, l'hypnose, les trans hypnotiques dans l'espoir de trouver des gisements. Et ça va plutôt pas trop bien, disons-le. Okay. Donc, il va investir et il va perdre des sous à travers ça. Donc, finalement, c'est un univers qu'il va abandonner. Et là, au début des années 20, il va faire également la rencontre d'un certain Arthur Lammers, qui est un riche imprimeur. Lammers l'approche, il lui dit, ben voilà, moi j'ai des sous, on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Mais il faut quand même dire que Lammers, lui, est pas intéressé par l'aspect médical de la chose. Il en a rien à cirer le fait que Cayce, sous hypnose, est capable de fournir des informations d'ordre médical. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt des grands secrets ésotériques et mystiques. Hein. Est-ce que Edgar Cayce est en mesure de fournir des informations, par exemple, sur l'ésotérisme, l'astrologie, le cultisme, la kabbale, le futur? C'est ce qui intéresse Lammers. Et donc, il va faire un petit bout de chemin avec Edgar Cayce et ensemble, ils vont faire des séances. Bien sûr, il y en a qui sont consacrés à des patients qu'il reçoit, qui souffrent de différents maux, mais à travers ça, Cayce va se plonger dans cet univers occulte et il n'en sortira pas. Hein? Donc, éventuellement,
lui et Lammers vont se séparer, mais le fait que Casey a mis le pied dans cet univers-là, qu'il ne connaissait pas, hein, il n'avait jamais fait ça, et là, pour la première fois, il s'est retrouvé à faire des prédictions sur le futur, des prédictions astrologiques, bon, plein de trucs semblants, et il s'est retrouvé un peu passionné par cet univers-là, la vie après la mort, la réincarnation. Et là, il croit qu'il est en contact avec une espèce d'entité supérieure, presque divine. Cette entité est capable de le mettre, et là, c'est son propos, cette entité le met en contact, est capable de lui ouvrir ce qu'il appelle les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est comme une grande bibliothèque quelque part dans l'invisible, où seraient enregistrés tous les événements passés et tous les événements à venir. Donc, ces forces qui l'habitent lui permettent de se connecter sur ces annales akashiques, d'où semble-t-il ces extraordinaires pouvoirs. Donc, il commence à mieux cerner dans son imaginaire de quelle façon ces pouvoirs-là arrivent et de quelle façon il est capable de fournir ses prédictions. En 1925, il va faire la rencontre d'un certain Morton Blumenthal, qui est un riche financier de New York, et là, son rêve depuis toujours, qui était de construire un hôpital pour accueillir des gens malades et faire des lectures et fournir des informations sur le mieux-être et la guérison de ces gens-là, il peut le faire avec les sous de Blumenthal et éventuellement à Virginia Beach, sur la côte est américaine, il va faire construire un hôpital. Et ce sera un peu la consécration de toute sa carrière. Dans les années qui vont suivre, parce que là, je vois que le temps file et il y a des choses plus intéressantes à dire, à mon avis. Donc, dans les années qui suivent, il va faire plus de 14 000 lectures. La majorité de ces lectures, bien sûr, tournent autour de conseils médicaux, mais d'autres tournent autour de sujets comme la réincarnation, la vie après la mort, des catastrophes, le futur. Il affirme en transe, comme je l'ai mentionné, qu'il est en contact avec cet esprit universel, qui est capable non seulement de le mettre en lien avec les annales akashiques, mais comme il lit les annales akashiques, il est capable également de prédire l'avenir. Et puis, éventuellement, en 1930, il va fonder cette fameuse association, la Fondation pour l'Association pour la Recherche et l'Illumination, dont je t'ai parlé en début d'émission, qui est un peu axée vers le développement personnel, l'éveil spirituel. Donc, c'est un peu le mouvement du Nouvel Âge avant l'arrivée du mouvement Nouvel Âge. Et éventuellement, Edgar Cayce va décéder le 3 janvier 1945 d'une insuffisance cardiaque, et il est âgé de 67 ans. Cela étant dit, quand on regarde dans l'univers de l'ésotérisme et le paranormal, Edgar Cayce est un véritable monument. Les gens n'osent pas rien dire sur Edgar Cayce, ça devient presque un crime de lèse-majesté. Et Edgar Cayce est devenu une véritable entreprise, un commerce. Tu vas en librairie, tu as des trucs genre Jésus selon Edgar Cayce, la vie après la mort selon Edgar Cayce, la guérison selon Edgar Cayce. C'est des livres qui sont encore disponibles, ça? Oui, absolument. Donc, suis-je bien, suis-je pas bien selon Edgar Cayce? Donc, ça n'en finit pas. Les gens ont trouvé les gens de ce milieu-là, de l'ésotérisme, du paranormal, ont trouvé une véritable manne en Edgar Cayce. Et là, évidemment, on l'exploite à fond. Puis là, sur YouTube, tu as plein de vidéos d'enseignement, comment développer vos sens cognitifs selon la méthode Edgar Cayce, etc., etc. Donc, le bonhomme en question a été récupéré. Il est instrumentalisé dans un univers financier où on exploite le nom d'Edgar Cayce, fait couler des sous, et les gens l'exploitent. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut... Et la question qu'on doit se poser, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Est-ce qu'on a déjà pu démontrer quelque chose? Il y a plusieurs choses qu'on nous a dit à propos d'Edgar Cayce, d'autres qu'on nous dit moins. Alors ce soir, faisons un petit tour du parquet. Là, tu me rends tellement curieux, là, je veux savoir, qu'est-ce qu'il a prédit? On a dit qu'Edgar Cayce, par exemple, avait prédit le crash boursier de 1929. On a dit également qu'il avait prédit la guerre mondiale, qu'il aurait prédit en 1935. Donc à l'époque, faut quand même se le dire, en 1935, Hitler et les nazis étaient au pouvoir en Allemagne. On est juste 4 ans avant le début de la guerre, en fait. Voilà, mais on n'était pas... rien ne laissait présager éventuellement que la guerre allait
être déclaré, même s'il y avait des tensions, même si l'Europe était un peu à couteau tiré, pour ainsi dire, avec le néo-socialisme de Hitler. Rien ne laissait présager la guerre. Donc, il a prédit la guerre en 1935, il a prédit la guerre de 1939. Il a même dit que le Japon allait rejoindre les forces de l'Allemagne et se battre contre les États-Unis. Il a prédit également la découverte des manuscrits de la mer Morte, qui ont eu lieu en 1947. Donc, quelques années avant son décès, il aurait prédit la découverte au milieu des années 40 de documents très importants dans le désert de la mer Morte qui éclairaient d'un nouveau jour les enseignements bibliques. Ce qui est tout à fait vrai. Ce qu'on ne nous dit moins, c'est qu'également, si on fait le tour de ces soi-disant lectures, Edgar Cayce avait prédit que la Chine deviendrait chrétienne en 1968. La Chine. La Chine, oui, la Chine. Hein. Il avait prédit, non, on en est loin de là. Il avait dit également qu'à la fin du 20e siècle, New York serait détruit par une catastrophe de type tsunami et que la Californie glisserait dans la mer. Et ça, c'est pas produit. Il a prétendu que l'Atlantide allait ressurgir de la mer d'ici 1970, ce qui ne s'est pas produit. Il a prétendu également qu'Armageddon, donc le combat final entre les forces du bien et du mal, arriverait en 1999. Je pense que le film est sorti cette année-là, mais pas l'événement lui-même. Il a prétendu également que des archives universelles seraient découvertes lors de travaux archéologiques, et ce, avant la fin du siècle, donc avant l'année 2000, donc seraient découvertes avant la fin du siècle, sous le Sphinx en Égypte. Ça ne s'est pas produit. Il a prétendu également qu'on découvrirait que les pyramides d'Égypte étaient vieilles de 12 000 ans, alors que les grandes pyramides, c'est la 4e dynastie, on est à peu près 4500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est un fait historique inattaquable. Donc visiblement, Edgar Cayce s'était trompé d'un petit 8000 ans pour la date des pyramides. Un détail. Il a également prédit que les Grands Lacs allaient se déverser dans le golfe du Mexique. Non, les Grands Lacs? Les Grands Lacs allaient se déverser dans le golfe du Mexique. Là, visiblement, il y aurait eu besoin d'un petit cours en hydrologie parce qu'il n'y avait pas de l'air à comprendre. Ouais, en géographie puis en hydrologie parce qu'il n'y a pas de l'air à comprendre trop comment fonctionne l'eau, comment elle se déplace en amont et en aval. Parce que les Grands Lacs qui se vident dans le golfe du Mexique, c'est un peu invraisemblable. Ensuite, on a parlé aussi beaucoup de ces histoires que Edgar Cayce pouvait faire toutes sortes de performances lorsqu'il était sous hypnose, mais il avait également des prétentions que lorsqu'il n'était pas sous hypnose, il disait être en mesure de pouvoir voir les auras. Il pouvait également voir à travers les cartes. Quand les gens jouaient aux cartes, il disait pouvoir voir à travers les cartes. Inutile de dire que dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucune tentative de démonstration rigoureuse qui a été faite. Et moi, uniquement prendre 1 minute pour te raconter ça, j'ai il y a une vingtaine d'années, fait un test. Il y a des gens qui disaient voir les auras. Les auras, c'est des espèces de formes lumineuses qui entourent les gens et qui est une forme d'énergie éthérique. Alors, des gens me disaient, moi, je vois les auras, je suis capable de voir les auras. Fait que ce que j'ai fait à un moment donné, j'ai pris comme 5 personnes. En fait, c'était 3 personnes. J'ai pris 3 personnes qui mesuraient toutes à peu près 1,70 m. Je les ai placés derrière des écrans qui, eux, mesuraient 1,72 m. Moi, tu me dis des mètres, là, tu me perds un peu. OK, si on y va en pied, là, on va y aller en pied. Okay. Donc, j'ai pris des gens qui mesuraient tous 5 pieds 7. OK. Je les ai placés derrière des écrans qui mesuraient 5 pieds 8. Or, les gens qui me disaient voir les auras, avant mon test, disaient, je vois ça dépasse de 1 pied au-dessus de la tête, 6 pouces, 1 pied au-dessus de la tête. Donc, en plaçant mes 3 sujets derrière 10 écrans qui étaient à peine 1 pouce plus grands que eux, je me suis dit, si tu vois les auras, quand tu regardes derrière mes 10 panneaux numérotés de 1 à 10, il y en a 3 dont tu devrais avoir un petit nuage de lumière qui dépasse. Or, ces gens-là, lorsque je les ai placés devant ce test, ils ont tous échoué. Donc, la prétention des gens qui me disent « je suis capable de voir les auras », en tout cas, moi, le test que j'ai fait, j'ai montré que c'était 0. Ça dépassait pas les règles du hasard. Dans le cas d'Edgar Cayce, on n'a jamais tenté de mettre ces affirmations dans des conditions de laboratoire pour vérifier si c'était vrai ou non. Ensuite, quand les gens disent oui, mais Edgar Cayce, il n'est pas connu pour le fait qu'il voyait des auras ou voyait à travers les cartes. Il est connu
principalement pour ses prédictions médicales, les médicaments qu'il arrivait à prescrire et tout ça. Ici, il y a beaucoup de choses que les gens ne nous disent pas. Dans les choses qu'on ne nous dit pas, c'est que Edgar Cayce connaissait depuis longtemps la pathologie des gens qu'il recevait. Souvent, c'était avant les séances. Ces gens-là prenaient contact avec Edgar Cayce en lui envoyant des lettres. Et là, il lui disait, moi, je souffre de la goutte, c'est ça, j'ai essayé tel ou tel médicament, ça n'a pas fonctionné. Donc, Edgar Cayce, longtemps avant de recevoir ces gens-là, il connaissait leur état. Donc, il y avait déjà de l'information sur les patients. Il n'y a pas personne qui arrivait chez Edgar Cayce en disant, je te dis pas de quoi je souffre, puis essaye de deviner. Ça marchait pas comme ça. Et les gens qui s'inscrivaient quand il a fondé son hôpital dans les années 20, et éventuellement, il y avait une carte d'inscription, et les gens devaient mentionner les mots dont ils souffraient. Donc, quelle que soit la façon dont tu te retrouvais en présence d'Edgar Cayce, tu peux être certain que longtemps d'avance, Edgar Cayce était au courant de ta pathologie. Donc, il avait largement le temps de se documenter à travers des ouvrages de médecine ou de prendre contact avec des gens pour essayer de connaître un peu quels étaient les meilleurs médicaments les plus efficaces dans ce type de maladie. Edgar Cayce n'avait aucune formation médicale. On nous dit ça. Edgar Cayce faisait des trucs extraordinaires, mais il faut se rappeler que toute sa vie durant, puis je sais pas si t'avais catché un peu la patente, là, mais depuis le début, là, il a toujours été entouré soit de médecins, des ostéopathes, des gens qui pratiquent des médecines alternatives. Donc, lui n'a pas une formation en médecine. Mais les gens qui gravitent autour de lui, ses associés, ses collaborateurs, ont tous ces connaissances-là. Oui. Les conseils qu'il donne, on dit, il donne des conseils extraordinaires. Mais très souvent, quand on lit les lectures qu'il a faites, parce qu'elles sont conservées, il y en a près de 14 000, un peu plus de 14 000 même, qui sont conservées dans son centre pour l'éveil et l'illumination. Quand on les consulte, on s'aperçoit que certains de ces soi-disant conseils extraordinaires étaient des conseils assez ordinaire, du genre buvez de l'eau, faites de l'exercice, mangez plus de légumes. Tabarnouche, on n'a pas besoin de se mettre en état d'hypnose là, pour ça. Cayce ponctuait souvent ces déclarations. On est frappé à la lecture de ces prétentions-là, parce que presque chacune des phrases qu'il avance, elle est toujours précédée d'un « il est possible que peut-être que », là, avec des « peut-être que », il est possible que, on peut se dédouaner de n'importe quoi qui se produit pas. Effectivement. Les registres de la fondation d'Edgar Cayce, et ça, c'est peut-être le grand talon d'Achille. Les registres, tiens-toi bien, là, parce que là, ce que je vais te dire là, ça ébranle. Les registres de la fondation, les fameux 14 000 registres de lecture qu'il a fait, ces registres contiennent ce que Edgar Cayce a dit durant les lectures. Mais on ne sait pas ce que le patient lui a dit avant, on ne sait pas ce que le patient lui a dit après, et il n'y a eu aucun suivi. Donc, quand on dit qu'il a donné des recettes puis des médicaments puis que ça a fonctionné, mais qui dit que ça a fonctionné? Tu comprends-tu? Ouais. Dans les archives, on a quelques lettres. C'est vrai, quelques lettres de gens qui écrivent à Edgar Cayce en lui disant « merci Edgar Cayce, je suis allé vous voir, vous m'avez conseillé de manger des paparmanes, puis c'est parfait, ça m'a guéri de la goutte. » Extraordinaire. Mais si on regarde sur l'ensemble des lectures qu'il a fait, plus de 14 000, c'est tout à fait négligeable. Le fait qu'il y ait 30 personnes qui ont écrit pour dire « je me suis senti mieux », c'est beau, mais qu'ont dit les autres, combien de cas ont échoué? Et ça, c'est exactement la technique des astrologues, de toutes ces 10 heures de bonne aventure. C'est toujours de nous rappeler ce qu'ils ont dit. J'ai prédit les attentats du World Trade Center. Ça fait 50 ans que je fais des prédictions, puis j'ai prédit le World Trade Center. En 50 ans, t'as-tu rien prédit le World Trade Center? Quelles sont toutes les autres prédictions que t'as faites en 50 ans qui se sont pas produites? C'est drôle parce que tu me fais réfléchir, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, là, mais si on prend juste la première partie de l'émission d'aujourd'hui, les 35 premières minutes, OK? Et on oublie ce qu'il y a eu au retour de la pause. Oui. Ça donne une émission du style Les ancêtres des extraterrestres. Là. Absolument. C'est carrément ça, là. Et tu as tout à fait raison, Pat. C'est exactement mon objectif. Je veux montrer aux gens comment il est facile de se faire entuber
avec tout ce qu'on ne nous dit pas. Ah oui, parce que j'écoute... Je te raconte l'histoire d'Edgar Cayce, c'est beau, c'est merveilleux. Mais finalement, quand tu découvres, quand tu regardes des tests qui ont été faits, des recherches qui ont été faites, tu t'aperçois que c'est pas si miraculeux que ça, qu'il était toujours entouré d'ostéopathes, de médecins, donc des gens qui pouvaient le consulter. Les informations qu'il fournissait, c'était des informations qui lui avaient été communiquées depuis longtemps, les états pathologiques des patients. Et ensuite de ça, quand on regarde, lorsque l'on quitte cet univers médical qui l'a rendu célèbre, et on regarde d'autres prédictions qu'il a fait, à part 3 ou 4 prédictions qu'il a fait qui semblent s'être réalisées, il en a fait un paquet d'autres qui se sont pas réalisées. Et ça nous ramène au début de l'émission, quand je te parlais de Nostradamus, à force de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y a forcément quelque chose qui va se produire. Après 14 000 lectures à recevoir des gens qui souffrent de la goutte, qui ont la syphilis, qui ont un ongle incarné, il dit n'importe quoi. Et éventuellement,